Bienvenue sur Africa Cool Télévision, très cher abonné, Mbote Nabino. Merci Ndenge vous êtes toujours fidèle à programme Nabiso. Cadre y a activité à comité de crise pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, CCPS en sigle. Société civile Yambo Canabiso Basangana qui na CEPAS Mokolo Yalissi février 2025. Na cadre y a quinzaine citoyenne pour na évaluer participation na bango na processus de paix na RDCP na région ya Grand Lac. Milulu Yango eza pour couper sa opportunité unique pour structurer engagement de la société civile congolaise dans le processus de paix pour garantir participation efficace et coordonnée dans l'initiative politique oyo eza en cours pour kosilisa crise oyo due na agression rwandaise dans la République démocratique du Congo. To landa mayema somalika ki na ba image ya Africa Cool Télévision. Aujourd'hui, c'était une quinzaine citoyenne que nous avons amorcée, parce que nous devons reprendre avec les bonnes habitudes de la société civile pour se retrouver chaque 2 semaines pour analyser la situation sécuritaire et humanitaire de notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos compatriotes dans tous les pays voisins ici, plus de 200 000 qui sont dans une situation de précarité. Et donc, nous devons aussi écouter et donner des propositions pour qu'on tienne compte de leur situation. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous devrions organiser une sorte de restitution par rapport à la tournée au niveau régional que nous avons réalisée comme comité de crise pour la paix et la sécurité. Mais également, nous devons entre nous recalibrer notre action en tant que société civile. Quel devra être notre narratif aujourd'hui, harmonisé. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous avons pu faire? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Et comment nous devons mieux le faire? Il y a plusieurs processus aujourd'hui de paix et de cohésion sociale au pays et dans la région. Comment nous, en tant que société civile, nous participons et influençons, n'est-ce pas, ces différents processus, ces différentes dynamiques de paix? Alors, aujourd'hui, le président de la République a lancé une idée pour la cohésion nationale, n'est-ce pas, au pays pour un gouvernement d'union nationale. Comment la société civile se prépare et comment la société civile doit influencer pour que les intérêts de la population soient pris en compte. Au niveau de la région, on a fusionné le processus de Luanda et Nairobi. On a nommé des facilitateurs. Mais comment la société civile influence? Voilà autant de choses que nous avons pu échanger et que nous sommes en train, n'est-ce pas, de développer dans ces assises d'aujourd'hui. Et donc, je suis très satisfait et je pense que nous sommes sur la bonne voie en tant que société civile. Nous voulons des actions coordonnées de la société civile et nous voulons influencer en tant que force incontournable. Concrètement, c'est ce que je vais de dire. C'est une feuille de route qui est en train d'être développée aujourd'hui et à l'issue de ces assises, nous l'aurons. Ça va? Nous allons définir ce que nous avons pu retenir comme feuille de route. Et il y a plusieurs propositions qui sortent déjà en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne la définition du narratif, en ce qui concerne l'influence sur les engagements du gouvernement et des accords qui sont en train d'être signés. Il y a plusieurs et nous allons, à la fin de ces assises, donner l'information sur la feuille de route que nous aurons rédigée. Les acteurs de la société civile, tous, ils sont engagés et déterminés à accompagner le gouvernement, à accompagner les forces de la République et à résister pour qu'on puisse voir comment est-ce que le pays peut recouvrer toute sa souveraineté demain. Et donc c'est un engagement sans faille, c'est ce que j'ai pu retenir et les gens ont donné des propositions concrètes pour que même au niveau du gouvernement, il y ait un recalibrage de l'action gouvernementale afin de pouvoir vraiment être à la hauteur et définir un bon contenu de cohésion nationale. Il ne faut pas que la cohésion nationale soit seulement un slogan, mais que ça soit bâti sur les fondamentaux pour permettre à ce que tous les Congolais se sentent fiers d'appartenir à ce beau pays. Ce que le prêtre ont fait en 1956, les prêtres aujourd'hui s'inscrivent dans cette même dynamique. Ils ont fait les constats que cette guerre millénaire qui est dans sa phase trentenaire aujourd'hui, millénaire parce qu'il faut aller très loin chercher les causes racines de ces conflits qui écument l'Est
à peu près depuis 1380. La première guerre documentée, c'est en 1380 entre le 7e roi du Rwanda, le Mwami Nsoro, et le roi des Bashi, Mwami Kamome. 1380, le premier conflit commence et ça ne s'est pas arrêté. Chaque fois de manière cyclique, ces conflits se perpétuent et nous avons aujourd'hui la phase trentenaire de ces conflits. Et les prêtres ont pensé que cette phase trentenaire n'a reçu que comme médication, comme emplâtre des accords de cessez-le-feu, qui n'ont pas voulu exhumer, déterrer les causes profondes de ces conflits millénaires. Et qu'il était important, si les protagonistes autres que Congolais ne veulent pas faire cet effort parce qu'ils ont un avantage militaire, que les Congolais se donnent un processus qui soit global, qui prenne en compte tous les aspects de ces conflits, qui aille chercher les causes de ces conflits dans le profondeur de l'histoire, pour maintenant ouvrir le chemin d'une paix durable. Alors pour cela, ils ont dit, notre pays est né formellement le 30 juin 1960, mais il ne s'est jamais doté d'un pacte social, parce que 10 jours après l'indépendance, le contrat républicain a été rompu avec la sécession katangaise dès le 11 juillet 1960. Mais peu avant l'indépendance, comme pour montrer que nous n'étions qu'un pays sans être une nation et que nous accédions à l'indépendance sans quitter la colonisation, nous avons connu dans notre pays une crise sanglante, non pas à l'est, mais à l'ouest, entre le Balouba Lubilangi et le Balouba Louloua. Balouba Lubilangi, c'était une rivière, tout simplement. C'était un même peuple, mais qui se sont identifiés par rapport aux rivières. Les uns se disant Balouba Lubilangi, côté de Mbujimaï, les autres de l'autre côté de la rivière Louloua, qui s'appelait Balouba Louloua. En 1959, manipulés, intoxiqués par la colonisation belge, nous avons connu la crise la plus sanglante, la crise interethnique la plus sanglante de notre pays. Mais, fort heureusement, cette crise s'est terminée dans un accord qu'on a appelé le pacte de Tenda. Le pacte de Tenda, c'est aux encablures de lac Mukamba, c'était le nom d'un village. Et ce pacte, qui est le tout premier pacte social que deux communautés de notre pays se sont données pour éteindre les conflits interethniques, ce pacte a fait un rappel important à ces deux communautés en leur disant « Nous sommes tous frères et sœurs issus d'un même géniteur. Nous n'avons donc pas droit de nous entretuer. » Aujourd'hui, les pères disent, avec le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, mais nous, d'abord nous, Congo, nous sommes ici, nous sommes le produit, nous sommes le fruit d'une même histoire. Mais cette histoire est à réécrire, ou à écrire tout simplement. L'écrire pour qu'on se donne de pères, nos pères à nous. Des fois, on désigne le père lorsqu'on sait qu'on est fils de quelqu'un. Il faut que nous allions chercher nos pères pour nous donner des repères, parce que sans père, on n'a pas de repères. Et c'est comme ça qu'on se dit, écrivons notre histoire pour nous donner une mémoire collective. Au-delà des frontières, au-delà de la superficie de notre pays, mais nous devons avoir un pays mémoriel, un pays
historique, pour qu'on se donne des mythes communs et que nous mettons en interculturalité nos communautés et donner un socle à notre existence nationale. C'est cela l'idée du pacte social. Qu'on se dise, mais pourquoi sommes-nous ensemble dans ces pays qui, avouons-le, a d'abord été une volonté occidentale fixée à Berlin en 1885. Pourquoi acceptons-nous de vivre ensemble dans cette superficie qu'on appelle République démocratique du Congo? Qu'est-ce que nous pouvons mettre ensemble? Et là, le rôle de la société civile est fondamental parce que c'est la société civile qui porte tous les segments des paradigmes existentiels de notre pays. Qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'avons-nous mis en commun pour donner à notre existence collective un socle, un soubassement, une fondation? Est-ce que je prends un exemple stupide? Qui dans la salle peut me donner la traduction du mot blé? Blé. Blé, pas bleu, mais blé. Le blé qui permet de fabriquer la farine. Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Qui a la traduction dans n'importe quelle langue de notre pays du mot blé? Ngano, en Swahili. Ngano. Ça, j'ignorais. Alors, ngano, ça veut dire quoi exactement? Ngano. Ngano, ça veut dire unité, je crois. Ngano. Non. C'est le millet. C'est le millet, c'est pas le blé. Le blé n'a jamais été cultivé dans notre pays. On a fait des essais dans le Kivu, mais ça s'arrête à 500 000 tonnes. Mais nous avons comme aliment de base le pain. On ne s'est jamais posé la question, mais pourquoi mangeons-nous en aliment de base le pain, alors que nous ne cultivons pas le blé? C'est la preuve que nous sommes devenus indépendants sans quitter la colonisation. Mais aussi la preuve que nous n'avons pas un pacte social. Si nous avions un pacte social, nous allons nous poser des questions sur notre système culinaire. Je prends l'exemple depuis Bénin. Nous allons nous mettre d'accord sur un système culinaire qui nous donne une identité gastronomique. Vous dites, non, quand vous venez dans ce pays, ils mangent comme ça, et la table se tient comme ça. Nous pourrions aller beaucoup plus loin. Moi, si je vais épouser une Rega, je vais essayer de savoir mais comment on épouse une Rega. Assez souvent, on prend dans les Kinzondi un Rega pour parler avec les Regas. Mais nous pouvons, comme ailleurs, nous mettre d'accord sur un rite congolais, national, du mariage coutumier, par exemple. Là, on commence à souder, mais au niveau du socle de la nation, la vie ensemble en communauté. On pouvait se dire, mais comment doit-on pleurer nos morts dans cet espace qu'on appelle aujourd'hui Congo? On peut se donner un rituel commun des obsèques dans notre pays. Ça, c'est des exemples bénins, mais qui montrent que nous n'avons pas un pacte. Nous ne nous sommes pas donné un contrat d'existence commune dans cet espace congolais. Donc, c'est cela le fondement de l'interculturalité qui, une fois fait, on exorcise même les germes des conflits interethniques. Pour éviter ce qui s'est passé entre les Lulua et les Baluba, il faut peut-être qu'on se donne des raisons de croire et de transformer cette croyance en foi, que nous avons des choses en commun et que nous sommes une collectivité. Nous nous sommes mis ensemble culturellement pour bâtir une civilisation. C'est cela l'idée du pacte social. Mais maintenant, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cette guerre, ce n'est pas seulement une agression, ce n'est pas seulement une invasion, mais c'est aussi un message. Cette guerre nous dit que vous avez des faiblesses. Ces faiblesses sont tellement criantes
qu'un pays, le plus petit de nos voisins, peut se permettre de manière cyclique de nous envahir sans crainte de représailles. Parce que ces pays ont la certitude que nos faiblesses... oui, ok, merci. Nos faiblesses ne peuvent pas nous donner la puissance d'un bouclier pour crier haut et fort que nous sommes un pays souverain. Nous pouvons le dire dans les mots et pas les dire avec les armes ou les instruments réels de défense de notre patrie. Et c'est pour cela qu'ils nous attaquent. Et prenant conscience de tout cela, l'initiative Selco-SCC s'est donné 3 phases. La première phase, c'est les ateliers citoyens de la nation. Ces ateliers, c'est un appel à la société civile qui a en son sein la société savante, la société des intellectuels, des chercheurs, dans toutes les disciplines, dans tous les domaines. La première phase du processus de paix que propose le Père, c'est la phase de la société civile dans ces segments liés à l'intelligentsia nationale. Pour une raison fondamentale, revaloriser cette classe dans notre société, la classe des sachants et des savants, la classe de personnalités expérimentées, la classe des intellectuels, des chercheurs, et ainsi de suite, qu'eux viennent sans pression politique aucune, sans obédience aucune. Ils viendront pour leur patrie, pour dire, mettre sur la table les causes profondes de toutes nos faiblesses, que les autres voient, et peut-être que nous ne voyons pas nous-mêmes, mais que nous coalisions nos intelligences pour déterrer les causes profondes de toutes nos crises et trouver la médication la plus adéquate. Transformer cette médication, ces solutions, en feuille de route sectorielle, secteur par secteur, territoire par territoire, province par province, que nous sachions exactement ce que nous devons faire pour que notre pays se redresse. Et que ce que nous savons possible de faire pour que notre pays se redresse dans le meilleur délai, que nous le mettons sous forme des piliers du pacte social. Alors, nous avons, le processus a proposé 5 piliers, comme 5 sillons qui vont irriguer le pacte social. Le premier pilier que les experts et les scientifiques congolais devront mettre en place, c'est une charte inviolable des urgences économiques, sociales et culturelles à accomplir d'ici à l'horizon 2060. Horizon 2060 parce que c'est en 2060 que notre indépendance aura totalisé 100 ans. Il ne faut surtout pas que les centenaires de notre indépendance nous retrouvent avec les problèmes de 1960. Nous serions perçus, nous serons décriés, nous serons insultés comme peuple pas digne d'un pays aussi accablé des richesses innommables et innombrables. Il faut que nous décidions maintenant que ça suffit, les errements, les faiblesses, et que nous nous mettions, mais de manière manu militari, à redresser notre pays dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Nous pouvons le faire. Les intelligences existent. Depuis qu'on est dans ce processus et que j'assure la coordination du secrétariat technique, nous sommes en train d'aménager la bibliothèque des études, des rapports établis par des Congolais depuis 1960. Mais c'est étonnant que ces pays aient engrangé un stock aussi important de connaissances, de solutions à ces problèmes. C'est incroyable que tout ce qui est possible à faire pour que ces pays se redressent sont dans des rapports, dorment dans des tiroirs. Et le premier travail à faire, c'est mettre tout ça à la disposition des experts et scientifiques intéressés à cet exercice
pour que, à long d'une dizaine de jours, que nous fabriquions ces feuilles de route pratiques, concrètes, agiles, qui vont irriguer. Le premier pilier, c'est une charte inviolable. La charte est inviolable parce que dès que vous, la société civile, vous les savants, vous les sachants, dès que vous aurez établi une feuille de route précise, prenons le domaine des routes par exemple, vous dites non, nous avons 5000 km de chemin de fer que la colonisation nous a légués, mais aujourd'hui les 5000 km de voies ferrées sont en état de non-fonctionnement. Les chemins de fer congolais sont défectueux partout. Et les experts vont nous dire, parce qu'on en interroge déjà, donc, dans 5 ans, on peut réhabiliter les 5000 km avec un écartement moderne à raison de 1000 km de chemin de fer par an. Je dis, ben, si c'est possible, on interroge la commission thématique finance. Est-ce que vous êtes capable de donner 1,5 milliard par an pour que le 1000 km de voies ferrées soit effectivement réhabilité? On est déjà dans la réhabilitation, on n'est pas encore dans une nouvelle phase de construction pour assurer le désenclavement territorial dans notre pays. Lorsque cela est établi par vous, la société civile, par vous les sachants, par vous les scientifiques, et que le compromis politique qui viendra après les ateliers se sentent obligés d'envoyer dans l'exercice gouvernemental des gens habilités à transformer ces recommandations de la société civile en réalisations concrètes. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas d'autre preuve de haute trahison. On doit s'interdire des atermoiements, on doit s'interdire des faiblesses. On doit se dire ce qui a été pensé par des scientifiques doit être exécuté par des politiques. Là, on doit réhabiliter les mots politiques. Politique, c'est celui qui s'occupe de la chose publique, qui combat le mal-être, et dont le rôle est d'amener le bien-être. Voilà, premier pilier, charte inviolable des urgences à accomplir d'ici 2060. Très court terme, moyen terme et long terme. Le long terme, c'est 2060. 35 ans pour redresser notre pays. Alors, deuxième pilier, quand on a fini avec les urgences économiques, on va se donner une convention de bonne entente intercommunautaire. Là, c'est votre rôle. Bientôt 100 ans, on ne peut plus accepter des conflits intercommunautaires. Nous avons déjà eu le pacte de Tenda comme jurisprudence, mais notre pays, pas seulement à l'Est, mais aussi à l'Ouest, nous vivons des conflits intercommunautaires qui sont inacceptables en 2025. Nous devons nous donner une convention de bonne entente intercommunautaire qui sera le fondement de l'interculturalité dans notre pays. Pour que les gens se disent, nous sommes peut-être issus des communautés traditionnelles X, mais nous avons l'obligation de marcher vers la grande communauté qui est notre patrie. Voilà les éléments d'interaction qui deviennent ontologiques parce qu'on se sent liés, mais des liaisons insécables qui nous amènent, qui nous entraînent tous vers la patrie. Et ce n'est qu'à l'aune, au terme de cette marche, que nous deviendrons des patriotes. On ne peut pas être patriote des tribus et en même temps patriote de la grande tribu qui est la République. On a des références historiques, nous avons des communautés d'origine, mais tout cela doit être mis en interculturalité pour construire le patriotisme républicain. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, nous allons nous donner un programme national d'éducation à la culture de la paix et du bien-vivre ensemble. Ne pensons pas que ça va de soi et vous êtes mieux placés pour le savoir, que les gens puissent spontanément aimer la patrie, puissent se croire obligés de se donner, même jusqu'au sacrifice suprême pour préserver, pour sauver
pour défendre la patrie. Cela découle d'une éducation. Et cette éducation doit être consignée dans des documents et dans des programmes d'âge d'éducation, de formation. Il faut un programme type de la culture de la paix au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau des humanités, à l'université, au niveau périscolaire, parascolaire, par les théâtres, par les cinémas, par d'autres canaux de communication. Nous devrons éduquer notre peuple à l'amour de la patrie et à l'amour de la vie commune en tant que patriote appelé à prolonger une histoire, à prolonger indéfiniment une histoire. C'est cela la civilisation. Quatrième pilier, nous devons avoir le courage, face à ceux qui nous agressent, d'élever la voix et de leur dire: vous nous agressez avec les armes, nous vous répondons avec l'âme d'un grand peuple qui a vu bien avant vous que les co-développements est la route que nous devons prendre ensemble dans la sous-région. Et que ces co-développements nécessitent une réflexion stratégique, parce que nous sommes au cœur de l'Afrique. Si nous voulons conditionner un autre devenir de notre société dans cette Afrique médiane, il faut que le Congo se dise: tiens, si j'ai des ressources minières dans le Kivu et que je dois les exporter, j'ai le choix entre l'océan Indien et l'océan Atlantique. Alors, puisque c'est dans le Kivu, on est économiste, on doit réduire les coûts. Par l'océan Atlantique, c'est 10 000 km. Par Mombasa, c'est 400 à 600 km. Même 800. Ça dépend du trajet. On choisit naturellement l'océan Indien. Alors, comment peut-on imaginer un co-développement en intégrant le pays de la chaîne d'exportation de nos minerais? On dira donc, vous prenez les armes pour ravir nos minerais. Attendez, nous allons penser le co-développement. Nous sommes les propriétaires des mines. Nous allons faire les transformations qu'il faut. Mais sur la route, notre chemin de fer doit transiter par l'Ouganda, par le Rwanda ou par le Burundi. Vous aurez aussi des frais de transit. C'est pourquoi chaque 2 semaines, on aura ces quinzaines citoyennes. Donc ces quinzaines citoyennes doivent continuer. Chaque 2 semaines, on se retrouve, on échange comme ça. Ça, les gens passent. Le secrétariat est en train de capitaliser tout ce qui est en train d'être dit. Ça va? Et donc, je vous remercie sincèrement parce que vous avez vraiment été à la hauteur et je pense que vous êtes allé même au-delà de ce que nous attendions dans ce panel. Et quelqu'un a touché vraiment mon esprit en parlant des accords. Je pense que vous êtes sans ignorer que la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, dont je suis coordonnateur, a fait une proposition à la nation congolaise pour mettre en place un corps permanent de négociateurs. C'est nous qui avons proposé cela. Depuis 2 ans maintenant, nous menons ces combats. Nous avons été même rencontrer la ministre de la Justice sortante, Rose Mutombo, pour donner nos propositions. Parce que les grands problèmes sur lesquels il y a un ministre qui va à l'étranger, il signe, il va avec sa petite copine, avec les membres de sa famille, de son cabinet, il signe des accords. Et lorsqu'il part, c'est le Congo qui perd et on traîne le Congo devant les instances internationales et vous entendez que le Congo doit 600 millions. Et on commence à payer. Je peux vous dire aujourd'hui, nous avons des dettes un peu partout à travers le monde. Et il n'y a pas que des accords politiques, il y a des accords économiques. Et donc, nous continuons à faire ce plaidoyer. Il faut un corps permanent. Donc, c'est-à-dire, s'ils deviennent vieux, ils seront protégés. Nous devons savoir protéger notre bijouterie qui est le Congo. Nous devons savoir le protéger. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des gens, des politiciens surtout,
Quand ils viennent, ils bradent tout et après, il n'y a plus rien. Non. Il y a même des gouverneurs qui prennent des engagements. Même des maires de la ville. Même des bourgmestres. Avec les jumelages que vous entendez. Des jumelages entre villes. Ils prennent des engagements. Ils engagent le Congo. Et après, il n'y a rien. Et je suis parti voir la ministre pour lui dire, nous devons savoir tous les engagements qu'on prend. Parce que demain, si on n'honore pas ces villes-là, soit canadiennes, soit européennes, machin, ils vont venir et ils vont commencer à nous exiger des choses. Alors, quelqu'un a posé la question, qu'est-ce que les autres ont donné comme réponse au niveau régional après notre... Oui, ils ont adhéré. Et je peux vous dire qu'en conclusion, ils ont dit qu'ils vont organiser une activité ici à Kinshasa, avant la fin de ce mois ou le mois prochain, de solidarité. Donc la société civile régionale veut arriver à Kinshasa pour rencontrer la société civile de la RDC pour une journée ou 2 jours de solidarité, pour solidariser et donner un message commun pour dire, pas question, l'agression doit cesser et on doit regarder un nouveau chapitre dans la région. Ça, c'est noté même dans l'agenda que nous avons défini ensemble. On pouvait applaudir quand même pour cette action. Alors, je pense que je peux me faire compléter par d'autres, mais les autres, franchement, c'était des bonnes contributions que nous allons exploiter. Ok, merci beaucoup. Et quelle a été la réaction de nos interlocuteurs? Effectivement, ils ont changé d'avis, ils ont changé d'opinion. Et à Dar es Salaam, on nous a même dit qu'il y a là aussi des communautés qui ne s'intègrent pas. Parce que nous avons estimé que ce qu'on nous reproche vis-à-vis des communautés Banyamulenge, c'est leur propre attitude de ne pas s'intégrer effectivement. Parce qu'ils sont un pied dedans et un pied dehors. Pas tous. Oui, pas tous. Alors, les amis de Dar es Salaam, ils ont dit que oui, nous aussi nous avons une communauté ici, la communauté des Indiens. Et ce sont ceux qu'on utilise pour partager des voix au moment des élections. Donc, dès lors qu'ils ont fait une similitude, donc ils ont compris effectivement le problème. Et c'est vraiment quelque chose qui va porter, parce qu'ils vont relayer les messages au niveau de leurs députés, au niveau de leurs dirigeants, dans les forums de la société civile en général, ils vont relayer les messages parce qu'ils ont effectivement compris. Et de manière pédagogique, parce que nous nous posions la question de savoir, mais ces gens ici, ils sont très silencieux. Ils peuvent vous écouter pendant une journée sans dire un mot. Quand vous leur donnez le micro, ils ne disent rien. Et un jour, nous avons dit non, monsieur, vous devez aussi parler. Parce que nous ne pouvons pas venir ici, vous nous époumonnez pendant 2 jours, vous ne dites rien. Et en définitive, ils ont dédié leur langue pour dire que voilà, nous avons intériorisé suffisamment ce que vous avez dit. La vérité est trop forte. Mais nous allons commencer maintenant à restituer, pas auprès de vous, mais auprès de nos compatriotes. Et donc, ça a été quand même un franc-parler très très important. Je voulais dire à la maman qui est intervenue avec beaucoup d'efficacité, s'il vous plaît maman, école de la paix. Certainement que nous avons besoin d'une protection, mais la protection, c'est d'abord nous-mêmes. Vous savez que l'objectif, c'est de nous faire taire. L'ennemi use tous les moyens pour nous faire, pour qu'on ne parle même pas. Mais si nous jouons les jeux de l'ennemi en disant que voilà, on va me tuer, on va faire ceci, moi je vous assure que vous pouvez même mourir d'une malaria. Hein? Mais lorsque vous mourrez pour une cause juste, hein, je pense que nous devons arriver à ce niveau-là. N'ayez pas peur de vous exprimer parce que vous avez peur qu'on puisse vous tuer. Parce que la cause est grande. Et les amis ont dit, pourquoi nous on ne copie pas les mensonges? Pourquoi est-ce que nous on n'a pas de femmes qui peuvent aussi influencer? Madame, nous avons une culture des valeurs. Et nous ne pouvons pas renoncer à ces valeurs à cause d'un comportement c'est ce qu'il a dit. Oui. de notre pays qui est
qu'on peut considérer comme un État voyou. Les crimes, nous allons en parler, ne peuvent pas être justifiés par des prétextes. Et nous ne devons pas maintenant dire que voilà, nous aussi nous allons changer d'attitude, commencer à mentir. Non, non. Le mensonge vient avec la sarcelle, mais la vérité vient avec l'escalier. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette façon de cet adage-là. Mais ça commence à se constater. Malgré tous ces mensonges-là, mais ça commence à être lavé. Et quelqu'un d'autre a dit qu'il faut travailler aussi de la sorte sur le plan national. Parce que parfois aussi des compatriotes, il y a des compatriotes qui ne comprennent pas les véritables enjeux de la guerre et qui peuvent même prêter les flancs à ce genre d'opinion. Justement, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement au niveau international que ces choses-là sont dissimulées. La preuve en est qu'il y a des nos-frères qui s'associent à la rébellion. C'est ça. Et qui vous disent que, voilà, nous sommes là pour défendre les minorités Tutsi qui sont victimisées au Congo. Il y a des gens qui sont dans la rébellion qui prétendent cela. Donc, ce n'est pas un problème d'information, de vérité, mais il y a aussi des gens de mauvaise foi. Il y a des gens qui sont déjà corrompus par la recherche du gain. Ils préfèrent faire tuer leurs frères en adhérant à des fausses allégations. Donc, j'aimerais tomber sur ceci, que la société civile puisse définir, comme on dirait, une théologie de la libération. Et cette théologie de la libération nécessiterait peut-être la participation de gens comme l'archevêque Coutinho Fernando, qui a fait Sauvons le Congo. Aujourd'hui, on voit les prêtres, le pasteur, ils vont consulter. Est-ce que quelqu'un a-t-il songé de consulter l'archevêque Fernando Coutinho, et nous tous nous savons qu'il a été mis en prison illégalement pour prôner ce que nous cherchons aujourd'hui de sauver la RDC. Que la société civile prenne ça en compte. Merci. Je présente ici le mouvement Rien sans les femmes et je suis coordonnatrice de l'ONG Jeunes acquis au changement. Je vais plutôt soutenir mon intervention par une question. Nous savons tous que les victimes de cette guerre sont les femmes. Ce sont elles qui sont les plus touchées. Et je vais compléter mes prédécesseurs, celles qui ont parlé de la femme, de la participation de la femme dans le processus de paix. Nous savons comment les femmes sont fortes en ce qui concerne la médiation, les négociations, ainsi de suite. Et comment, en ce temps de crise, la société civile pourrait sensibiliser ces femmes, mobiliser les femmes à s'engager, au lieu de les voir tout simplement comme des êtres vulnérables qui ont besoin d'être protégés. Or, plus elles sont touchées, plus elles ont un rôle à jouer. Merci. Ifeng de Paris, coordonnateur de la dynamique des jeunes pour la promotion de la protection des Paris. Bon, moi j'ai deux questions. Avant de poser la question, je voulais ramener nous tous dans la réflexion. Vous avez une minute. Oui. Nous sommes dans une activité organisée par comité de crise pour la paix et la sécurité. Pour arriver à la paix et la sécurité, il y a des préalables. Bon. La société civile congolaise se réunit toujours au moment où il y a le feu sur le terrain. C'est-à-dire que nous sommes des structures du fait. Au lieu de travailler au préalable pour empêcher les atrocités. Deuxièmement, il faut que la société civile commence à identifier tous les accords politiques conclus par les politiciens congolais avec les Occidentaux et les présidents, leurs homologues ou les camarades politiques
de l'extérieur. C'est là où naît le problème. Pour un Congolais, pour le pouvoir, il est prêt à donner tout et acheter tout pour arriver au pouvoir. C'est ça les premières démarches de la société civile. Et la deuxième démarche que nous devons faire en tant que des patriotes, oui, pour ça, la mobilisation. Oui, pour ça, la mobilisation communautaire. Après avoir identifié tous les accords, où ils allaient des problèmes, où ils allaient amener le pays dans la carte de Boulou. Après, pour organiser une activité, des activités sur des activités autour de mobilisation communautaire, pour dire à la communauté congolaise, les gens qui ont signé les accords pour aider le Congo dans les Boulou, mais c'est pour décourager aussi les autres au bazar la pension dans l'avenir. Merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chiter. Oui, pour chiter, le coup là, on il est en 2019. Tout c'était. En tout cas, il faut tout parler Congo. Comment un président de la CENI, institution d'appui à la démocratie, aujourd'hui, il est devenu un rebelle. Il dit qu'il y avait eu des accords au Yemoko avec les présidents. En là, avec ses amis, on va signer qui. Mais au moment de signer qui, Yemoko, il fait partie de la société civile, il est produit de la société civile. Entre autres, parmi nous, tous les qui pourquoi pas identifier à quoi les Aguinini, à cause des Aguinini, pour ramener Bissou Nelo Sikatokomi. Pour l'objet de c'est ça le problème. Merci beaucoup. Très, très, très. Je suis Ousseli Fataki, coordonnateur national du COGESCI, membre fondateur du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC. Que fait la société civile en rapport avec la question de la paix et la sécurité dans notre pays? En tant qu'acteur de la société civile, que je peux me qualifier de moi-même actif sur le terrain, je réponds à cette question en peu de mots pour dire que la société civile fait beaucoup, mais pas suffisant. Si je vois un peu ce que nous avons fait pendant les 5 dernières années, je me suis dit que nous avons récolté des informations. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. La guerre ne commence pas le jour où les gens constatent qu'il y a des affrontements sur le terrain. La guerre, elle se prépare. Et il y a des signes qui montrent que là où nous allons, il y a des problèmes qui arrivent. Et quand ces signes apparaissent, nous nous alertons. Nous faisons des alertes, nous faisons des rapports, nous collectons les informations du terrain. Et comme c'est une question de paix et de sécurité, l'acteur principal, c'est le gouvernement. Ce sont les dirigeants, les institutions du pays. Et nous venons avec ces informations, nous les déversons. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, certains des amis nous traitent et disent mais yo, comment on a commis pour l'IA, on a beaucoup battu à pouvoir. Moi, je dis que nous ne sommes pas battus à pouvoir. Mais nous sommes obligés de collaborer avec le pouvoir sur la question de la paix et de la sécurité. Parce que c'est eux qui doivent jouer le premier rôle dans la matière de protection et de la sécurité du pays. Bien sûr que nous, la société civile, nous venons en appui. Et nous avons fait un grand travail avec les collègues du Nord Kivu et du Sud Kivu. Mais il faut affirmer ici que le régime ne prenait pas au sérieux les propositions ou les informations que la société civile déversait. On le sentait trop là par rapport à la prise de décision sur les informations que nous on a déversées. Beaucoup d'informations. Je ne vais pas aller dans les détails, mais nous avons beaucoup de collègues avec qui on a travaillé ici qui peuvent vous donner les détails même au niveau du couloir de ce que nous avons eu à faire sur cette matière-là.
Et je peux même conclure que le fait que nous soyons aussi comme comité de crise, c'est que nous venons de quelque part. On s'est dit qu'avec tout ce que nous faisons, essayons de nous remettre encore ensemble et élevons ensemble la voix. Peut-être que nous ferons beaucoup plus pression en étant ensemble et nous serons écoutés. Qu'est-ce que la société civile doit faire? Très important. De Paris a touché un peu ma proposition. C'est que nous nous sommes rendus compte que la grande difficulté que nous connaissons dans ce pays, ce sont les engagements que les politiciens prennent. Ils concluent des accords où nous ne sommes pas associés, où le peuple n'est pas associé, et ils prennent des engagements, ils signent à nos noms. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train d'être tués sur le terrain, massacrés, et eux, ils sont en train de fuir et de disparaître. Ils ont quitté Goma. Seulement sur base des informations, ils sont partis, ils ont abandonné les jeunes combattants sur le terrain. Les enfants qui s'engagent, les jeunes qui s'engagent parce qu'ils ont dit que les jeunes adhèrent, que les jeunes combattent. Nous mobilisons les jeunes, ils entrent dans l'armée, ils vont sur le terrain, mais ceux qui ont fait des engagements, des accords, les abandonnent au nom de leurs accords que nous ne connaissons pas. Ils ont quitté Bukavu sur base des informations. Attaquer Bukavu, ils sont partis. Aujourd'hui, c'est la terreur qui règne à Bukavu. Les gens sont en train d'être tués matin, midi, soir. Personne ne les protège, personne n'est avec la population. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous réunir ici. Ce que nous devons faire à ce niveau, c'est de surveiller toutes ces réunions de partout. Les accords ne doivent plus être signés dans ces pays sans la société civile. Et à tout moment, quand il y a un processus qui doit aboutir à un accord dans lequel nous ne sommes pas associés, nous devons être proactifs, comme les collègues ont dit ici, pour dénoncer et dire que nous ne voyons pas clair dans ce processus ici. Ces gens risquent d'aller faire des conclusions nuisibles à nous qui sommes la population. Voilà, merci beaucoup. Je vais aborder la question à deux volets. Le premier volet, c'est ma contribution par rapport aux organisateurs des comités de crise de la paix et sécurité. Je vais continuer dans ce terme. D'habitude, nous nous réunissons ici, mais je ne vois pas vraiment la cohésion provinciale. Donc, nationale pour bien dire. Parce qu'ici, on a parlé de la cohésion régionale, mais la cohésion nationale, je ne vois pas cet aspect-là vraiment représenté. Je vois ici les représentations des organisations, des mouvements, et je n'ai pas vu là où il y a les organisations qui œuvrent dans nos provinces, qui peuvent nous donner vraiment la vraie version, la détermination de ce qui s'est passé normalement dans nos provinces. Parce que ce n'est pas Kinshasa qui est souvent touché, c'est les provinces qui sont touchées. Alors cette dimension-là est souvent oubliée par les organisateurs, mais ils sont, nous rassemblons ne jusque par les représentations. Chose qui n'est pas vraiment nécessaire. Et donc, les organisateurs peuvent être servis par les délégués des provinces et ça devrait vraiment enrichir leur démarche, ça va aider beaucoup plus. Ça c'est un. Deux, souvent quand nous nous réunissons dans des ateliers, dans des réunions, nous fournissons des recommandations aux autorités, au gouvernement, au chef de l'État. Mais je n'ai pas encore vu là où nous avons parlé en termes concrets. C'est-à-dire quoi? De manière pratique, je n'ai pas encore vu là où la société civile a pris engagement de proposer au gouvernement, proposer au chef de l'État, les types d'actions que nous allons mener sur le terrain en dehors des manifestations et autres. Mais je n'ai pas encore vu là où nous avons déjà initié et proposé des manifestations au gouvernement, et donc des actions. Nous ne pouvons pas commencer seulement à tout moment de plénicher de ce que les Rwandais est en train de faire, ces initiatives, ces actions. Nous
Est-ce qu'ils nous surpassent? Non. Est-ce qu'ils sont plus forts que nous? Non. Mais nous, de ce côté-là, nous sommes distraits. Distraits de ne pas d'abord organiser. Penser au type d'action sur le terrain. Aussi Kivu, Nord Kivu, Tchoko, Tchouapa, Sakour, le Bateau, en contribution de ce qui est en train de se passer à l'Est. Donc, quel type d'action que nous, société civile, nous pouvons faire pour écarter, éliminer l'ennemi? Parce que Nanga fait avec nous. Je remercie mon ami de tout à l'heure qui venait d'intervenir tout à l'heure. Nanga a vécu avec nous, Kagame. Donc, il a ce fait, il a ce qui parle avec, collabore avec au milieu de nous. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'infiltrer ces gens-là, organiser, initier des actions d'envergure nationale pour barrer la route à l'ennemi? Voilà un peu ma contribution. Ma question, c'est si la société civile a fait comme réalisation des plaidoyers et a rencontré des camarades des sociétés civiles régionales. Je voulais savoir, ces camarades qui jadis avaient une idée fausse de la réalité sur le terrain, après les avoir parlé de la vraie réalité, la vraie idéologie, quelle a été les réactions? Sont-ils alignés aux côtés de la RDC ou pas? Maintenant, ma contribution. Chers tous, vous savez, dans la stratégie de guerre, on ne peut pas assiéger un pays sans collaboration interne. Et les jeunes, parfois, servent l'ennemi, le cheval, d'aller chez nous ou de nous assiéger. Au-delà de ce qu'on a dit, des camarades, de vouloir qu'il y ait une formation civique, j'ajoute qu'il y ait une information permanente. Une information dans le sens de savoir celui qui commet ou celui qui nage dans de telles besognes, on peut le dire, il a quoi comme récompense. Et aussi, nous devons demander au gouvernement de rassurer aux jeunes patriotes. Parce que vous savez, la fois passée, le gouvernement a demandé qu'on s'arrole, qu'on soit derrière nos FARDC, mes compatriotes, les membres de ma structure sont enrôlés dans les Ouazalendo. Mais malheureusement, les sont morts à Goma, sans intervention. Les autres, parfois, ils manquent dans le plaine de Roussissi et d'autres. Donc, moi, il manque à manger. Alors qu'ils ont répondu à l'appel du chef de l'État, alors qu'ils sont au service de la nation. Que le gouvernement prenne la responsabilité de garantir non seulement la sécurité et aussi les sociales à ces jeunes patriotes qui donnent leur vie et qui abandonnent leur carrière et leur vie au service de la nation. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Oza impartial. Et le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool oyo. Zengo. Afrique Cool, merci beaucoup leader.
Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko, à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.